Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Ludivine est quelqu'un qui a besoin de travailler dans un job complètement aligné avec ses valeurs. Alors lorsque dans son travail de directrice d'agence dans les télécoms ce n'était plus le cas, elle décide de changer de métier. Elle a plein d'idées, elle teste des projets, puis finalement elle devient travel planner. Aujourd'hui, Ludivine est digital nomade, elle peut travailler de n'importe où, il lui faut juste son PC, son téléphone et une connexion internet. Elle est donc aujourd'hui travel planner, mais pas que. Depuis quelques temps, elle forme désormais des personnes à ce métier. Elle a également un podcast dans lequel elle mêle entrepreneuriat et voyage. Je n'oublie pas aussi sa casquette organisation de séminaires. Elle a des valeurs fortes ancrées en elle, notamment la nature et sa préservation, et la liberté. Elle pratique beaucoup le sport outdoor. Bref, vous l'aurez compris, Ludivine est une passionnée, une active, ça bouge et elle aime ça. Elle nous partage entre autres son organisation au quotidien, comment elle s'adapte à son rythme et comment elle se ressource. C'était un plaisir de l'écouter, je vous laisse découvrir la suite et je vous souhaite une belle écoute. Salut Ludivine. Salut Bénédicte, Comment tu vas aujourd'hui Ludivine? ça va super. Et toi? Bah super aussi, je suis super contente de t'avoir sur le podcast de Brille et Pétille, on va en savoir un petit peu plus sur toi. La première question c'est de savoir qui tu es, est-ce que tu peux nous le dire en quelques mots s'il te plaît? Alors en quelques mots, je dirais une femme qui aime la vie. J'aime la nature, la liberté et puis passer du temps sous le soleil du sud puisque je ne viens pas du sud. Je suis à la base du nord et ça fait maintenant presque 10 ans que j'habite ici. D'accord, ok, t'es vers où? Je suis dans le Var, près de Saint-Raphaël. On a de la Ah ok, chance d'être entre mer et montagne. Donc ouais, tout ce que on n'est j'aime. pas super loin, pardon. Alors, la traditionnelle deuxième question, c'est de connaître un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être à partir soit de tes études, soit après, ce qui te semble pertinent de raconter? Ok, alors moi je n'ai pas un parcours très classique ni linéaire. Grosso modo, j'ai fait un bac littéraire. Je suis partie en année prépa pour intégrer des écoles d'art. Parce que j'avais beaucoup de créativité, déjà envie d'entreprendre, on va dire. Je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué pour pouvoir avoir un job rémunérateur quand même dans ce secteur d'activité. Du coup, j'ai en fait bifurqué assez rapidement vers le commerce. Donc, j'ai fait un DUT Tech Deco, etc. Et j'ai tout fait en alternance. C'était important pour moi, déjà à l'époque, de mettre la main à la pâte, de passer de la théorie à la pratique. Du coup, j'ai fait un DUT Tech Deco, j'ai fait une licence en marketing, un master en stratégie d'entreprise et j'ai terminé mes études à Londres en école de commerce pour faire un master en commerce international. Donc, j'ai quasiment tout fait en alternance, sauf la dernière année d'études. Je te disais, c'était important pour moi d'être en entreprise pour mieux comprendre comment fonctionne une entreprise et puis pas être juste derrière mon cahier. Des cours. Parce qu'à l'époque, on écrivait, tu sais. Il n'y avait pas encore des ordinateurs. Donc Ah, voilà, jadis. jadis. Bon, je suis pas très vieille, j'ai que 33 ans, mais bon, Ouais, c'était ça va. encore. Et du coup, donc ça, c'est la partie scolaire. Donc j'ai commencé à travailler quand même assez tôt. J'avais mon premier job, j'avais 18 ans. Je travaillais, je sais pas si vous connaissez Autogrille. Ah oui, sur les C'était sur autoroutes. l'autoroute. Ouais, c'était super, mais ça m'a permis d'avoir plein d'expériences différentes d'un job, on va dire, très terre à terre, avec des jobs avec un peu plus de responsabilité en évoluant dans la vie pro et grâce aussi à mes études. Et donc, du coup, le dernier job, avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est plutôt ça qui t'intéresse, Ouais. j'étais directrice d'agence dans les télécoms. Donc, c'est pas une marque très connue, hein, c'était une entreprise qui s'adressait à des professionnels. Et du coup, en tant que directrice d'agence, j'encadrais une équipe de commerciaux. Il y avait une seule nana à terrain. Du coup, mon job consistait à les manager, à former les nouveaux entrants, à recruter également ceux qu'on avait besoin d'intégrer dans l'équipe, à les accompagner sur le terrain, à faire des ventes, à gérer les éventuels problèmes qu'il peut avoir avec les clients sur la partie technique, etc. Et en fait, alors, j'aimais bien mon job, j'aime bien la vente, j'aime bien manager, accompagner. La pédagogie, c'est un peu mon truc. Mais les valeurs de la boîte, il n'y en avait pas trop. Ah, Donc, je pensais que les choses allaient pouvoir évoluer, parce que je suis un peu
Je suis un peu, on va dire, idéaliste, mais malheureusement, quand le top management veut pas faire évoluer les choses, ben ça va pas évoluer. Du coup, j'étais en pré-burn-out, on va dire, parce que je bossais beaucoup, alors, du lundi au vendredi à fond. Je préparais aussi mes réunions pour le week-end, enfin le week-end pour le lundi. Et surtout, ce qui me pénalisait, ce qui me peinait beaucoup, c'était ce manque de valeur dans mon job. Moi, j'étais vraiment, tu vois, entre les clients pas contents et l'entreprise qui c'est pas grand-chose pour que ça s'améliore. Et ça, c'est un truc que je déteste parce que, en fait, la qualité du service client est essentielle pour pouvoir avoir une entreprise qui perdure. Malheureusement, il y a des boîtes qui perdurent quand même malgré ça. Mais bon, bref. Du coup, ce qui m'a amené... Tu t'y retrouvais plus, en Non, fait. Ouais. non. Et je pensais sincèrement que ça allait pouvoir changer et c'était pas le cas. Donc à un moment donné, j'ai préféré arrêter parce que les valeurs c'est important pour moi. Aujourd'hui, j'ai un job qui est en totale adéquation avec mes valeurs personnelles et du coup, ce qui en a fait des valeurs pro dans ma boîte, dans mes différentes entreprises et activités. Et du coup, j'ai demandé une rupture co. Bon, comme dans beaucoup de boîtes, c'était On très t'a compliqué à refusé. obtenir. Ouais, voilà. Donc j'ai fait la méthode de je viens plus bosser. Et malheureusement pour eux, voilà, il y a eu un peu l'équipe qui a suivi le truc. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve qu'en tant qu'entreprise, refuser une rupture co quand on sait qu'il peut y avoir des répercussions, des conséquences sur le reste de l'équipe, c'est complètement con. Mais bon, après, chacun son, excuse-moi l'expression. Je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots dans ton podcast. C'est pas gênant, mais je te rejoins totalement sur ce point. Ça me parle beaucoup. Mais Ouais. ouais, d'autant plus qu'à la limite, si la personne veut quitter son entreprise, enfin son job, sans forcément de raison, bon, je comprends. Mais là, le directeur régional savait très bien pourquoi je voulais le quitter, parce qu'en fait, il m'avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et à un moment donné, je peux pas continuer à bosser comme ça, malgré un très très bon salaire, je dois le préciser. Ouais, puis si t'es plus aligné, si ça te correspond plus, quel est l'intérêt pour eux de te garder enfin bref. T'as un élément complètement démotivé, qui démotive les autres, enfin, voilà, qui est pas du tout productif. Et moi, aujourd'hui, Mm. en tant qu'entrepreneur, ça me viendrait pas à l'idée de garder un élément, une personne, T'as plutôt pas qu'un envie de élément. rester, quoi. Pas qui a pas envie de rester, c'est dommage. Complètement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc tu obtiens cette rupture conventionnelle Oui, finalement au bout d'un moment. c'est ça, j'obtiens début 2017. Je pars en voyage, puisque le voyage, c'est un peu mon truc, comme tu l'as compris. Ouais. Je suis partie aux Philippines, génial. On a pas mal voyagé aussi à l'époque. On a fait Guadeloupe, Andalousie. Enfin voilà, on a un petit peu voyagé quand même. Cette Euh, époque-là, c'était en mode vacances, du coup. ouais, 2017, c'était en mode, il faut que je... Ah, pas tout à fait, parce que moi, j'aime pas rester sans job. J'ai toujours, je pense, eu cette habitude peut-être familiale aussi de toujours bosser. Pas bosser, c'est pas normal. Et du coup, après ma rupture co, j'avais prévu de travailler dans l'immobilier comme conseillère en immobilier. Alors, tu sais, c'est un statut indépendant. Ah, d'accord. Ouais, donc en fait, Ok. je suis partie un mois aux Philippines et je suis revenue, j'ai pris ce job voilà, moi j'aimais bien, hein. J'avais des très bons résultats, j'ai rentré du mandat, voilà, signé des contrats avec des clients très, très rapidement, parce que c'est mon truc, la vente. L'équipe très bien, voilà, tout se passait bien, mais en fait, j'étais pas bien parce que, malgré le fait que ce soit un job indépendant, en fait, ça l'est pas, hein. Quand tu travailles dans l'immobilier, c'est du salariat déguisé parce que tu as quand même des horaires, des trucs à respecter, des comptes à rendre. Mais bon, c'est l'un des seuls secteurs où c'est admis, c'est pas grave. On dit rien. Donc moi, ça m'a un petit peu, ouais, ça m'allait pas. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter cette expérience. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Et pourtant, voilà, le manager me dit, je comprends pas. Non, je préfère arrêter. Donc là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, Lucie, arrête de te précipiter à chaque fois. En fait, tu sais, quand j'ai eu des jobs que je décidais de quitter, j'allais vers un autre boulot parce que c'était pas normal pour moi de rester sans activité. Puis après, j'ai toujours le cerveau qui réfléchit à des idées de création d'entreprise et ça ça date pas de cette époque-là, même Ouais, avant. t'y avais déjà Ouais. pensé avant, et là, c'est revenu, du coup. Et là, c'est revenu, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de des idées que j'ai eues à ce moment-là, parce que souvent, en fait, c'est quand j'ai une idée, j'ai pas juste l'idée, c'est-à-dire que je passe à l'action. Je me dis, ah ok, j'ai cette idée, voyons un peu le marché, je fais une brève étude de marché, je vais même aller jusqu'à contacter des potentiels partenaires et je vois un peu comment ça peut se mettre en place. Et si je vois que ça peut être intéressant, je me lance. Si je vois qu'en fait, le style de vie induit par cette activité ne me correspond pas, j'y vais pas. Et il y a plein de projets, du coup, ça ne me correspondait pas.
Mais c'est marrant parce que du coup, tu partais dans des projets qui n'étaient pas forcément... Enfin, tu savais pas vraiment quoi faire dans... Enfin, c'est pas que tu savais pas quoi faire puisque tu avais plein d'idées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'avais pas genre un domaine défini où tu t'es dit, Mm. ah, c'est ça que je veux faire. Ou Non, est-ce que tous les trucs que tu as fait, ils t'ont toujours plu? Tu as toujours ouais. testé? Tu t'es En dit, fait, oh non, ça, finalement, non. c'était toujours par rapport à mes valeurs. Tu vois, par exemple, l'un des projets que j'avais eu l'idée de développer en 2017, ouais, c'était de cette année-là, c'était un projet de livraison de panier bio à domicile ou en entreprise. C'est un projet que j'avais déjà travaillé dessus pendant mon master 1 que j'ai fait chez Schema, où du coup, on devait travailler sur un projet entrepreneurial. Donc, c'est un projet que j'ai un peu ressorti. Alors, à l'époque, j'avais pas décidé de lancer ce projet parce que j'allais en master 2 à Londres. Mais du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal, etc. Et en fait, en creusant le projet, je me suis dit, ah non, je ne me vois pas forcément faire ça. J'ai eu aussi, tu vois, l'idée de créer plutôt que de la livraison, un système d'épicerie fine. Et en fait, ça correspondait à mes valeurs parce que moi, j'avais déjà à cœur à l'époque de travailler sur la notion de éco-responsabilité. J'avais créé un blog, en fait, début 2017, un blog lié à la cuisine. Ça s'appelait La Saison en cuisine. Alors, il est toujours en ligne, mais je ne le travaille plus. Et c'est un projet qui me permettait de valoriser des recettes saines, mais aussi de parler d'éco-responsabilité dans la cuisine, d'où le D'accord. nom du blog. Donc, tu vois, ça a toujours été des projets qui étaient en rapport avec mes valeurs. Ça, c'est important, Mm. quel qu'il soit. Et du coup, la valeur qu'il y a derrière, pour moi, c'est la nature. Donc, éco-responsabilité par rapport principalement à la nature, à D'accord. l'environnement, après, de manière générale. Mais toi, tous les projets que j'ai développés, par la suite, donc notamment Happy Trek, en fait, c'est aussi lié à ça. Donc, il y a toujours Ouais. cette cohérence-là. Et je pense que c'est le plus important parce que quand tu as un projet qui correspond à tes valeurs, en fait, quand il y aura des difficultés, et on va pas se voiler la face, il y en a toujours des difficultés. Les personnes qui disent ah non, c'est pas possible. Il y a toujours des difficultés dans n'importe quel projet, même un projet perso, même un voyage d'ailleurs. Et ben en fait, si c'est un projet qui correspond à tes valeurs et tu sais pourquoi, c'est dans tes tripes, pourquoi tu le fais, en fait, tu vas pouvoir aller au-devant de ces difficultés et trouver de l'inspiration, des idées, de la créativité pour les dépasser. Alors que si c'est un truc qui est juste une tendance, quelque chose qu'on t'a dit que tu devrais faire, et ben en fait, tu vas abandonner. Ouais, Enfin, c'est sûr. Tu mettras pas assez de cœur, quoi. ouais, Moi, ouais, je te rejoins complètement. complètement là-dessus, quoi. Quand c'est aligné avec tes valeurs, avec tes envies, Ouais, forcément, tu as la motivation, tu as la volonté. Alors, c'est pas dit que ce soit, enfin, ça sera pas plus facile, mais en tout cas, je te rejoins complètement. tu le fais. Et tu vois, l'exemple sur l'immobilier, il y a plein de personnes qui m'ont dit ah, mais moi, je te vois bien dans l'immobilier parce que commercialement, ça va, parce qu'en plus, c'est un job qui est quand même plutôt rémunérateur. Et en fait, je me suis dit, bon, bah ok, vu que j'avais déjà fait plein d'entreprises différentes et plein de métiers différents, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, bon, donc je suis allée dans ce job-là et ben non, ça n'allait pas. Et ça n'allait pas. J'avais des résultats, mais j'étais vraiment pas bien à pleurer, quoi. Ouais. Donc voilà. Comme quoi, pour finir sur ça, je pense que c'est important, avant de se lancer dans un projet, d'écouter ses tripes, d'écouter son cœur. On peut aussi écouter un peu les autres. Mais ça dépend qui, parce que souvent, les autres donnent des conseils en fonction d'elles, en fait, de ce qu'elles Et de feraient, leur de peur, leur ouais. peur. Voilà, de leur peur. Ouais. C'est sûr, on est d'accord. Non, mais complètement. Je te rejoins complètement là-dessus et c'est bien de s'écouter et d'écouter un peu les autres et de savoir faire Ouais, du tri aussi dans ce que disent les complètement. autres aussi des fois. Et donc du coup, parce qu'on n'a pas du tout parlé, enfin on n'a pas dit ce que tu faisais aujourd'hui, donc j'aimerais bien que tu nous parles donc de Happy Trek et qu'est-ce que c'est Happy Trek et aussi, je vais poser plein de questions en une question, et aussi du coup comment est venu ce projet en Mhm. fait. Voilà, parce qu'on fait Et du oui, teasing depuis tout à l'heure, c'est ça, on suspense. n'a pas dit, ah, mais Qu'est-ce qu'est-ce qu'Happy qu'elle Trek? fait? Plein de choses. Alors, plein de choses à la fois. Alors, Happy Trek, c'est une marque que j'ai créée en 2019, donc ça fait maintenant 4 ans. En fait, l'idée d'Happy Trek, c'était de créer des séjours qui permettent de créer des déclics positifs pour soi, mais aussi pour l'environnement. Ce projet, il a été créé parce que, alors, quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'après 2017, il y a eu 2018. Et en fait, en 2017, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est venu à moi le métier de naturopathe. Est venu à moi parce que, comme je t'ai expliqué, j'ai créé un blog de cuisine et quand je me renseignais pour écrire des articles, que ce soit sur des articles de blog, dans des livres, etc.,
je m'intéressais aux aliments. Par exemple, j'allais t'écrire un article sur la ratatouille niçoise, et à quoi sert la tomate, c'est quoi les bienfaits, etc. Donc, j'ai découvert la naturopathie comme ça, et je suis d'un naturel assez social. Donc, un coup, je suis allée boire un café à Nice, parce que j'habitais à Nice à l'époque. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, il tend une carte professionnelle au serveur, et moi, je me dis, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il peut faire dans sa vie, vu que j'étais un peu paumée. Et je lui demande, et il me dit, bah, je suis énergéticien, naturopathe. Je dis, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est marrant. Ouais, c'est trop marrant. Bon, puis à la fin, donc il m'a expliqué ce que c'était, puis à la fin, il me dit, oui, mais tu verras, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Là, je me dis, ouais, on est un peu perché, le gars. Mine de rien, mine de rien, c'est dû rester peut-être dans un coin de ma tête, la naturopathie. Je me suis renseignée, etc. Et je me suis dit, ah, mais c'est cool, parce que c'est un job qui te permet d'aider des personnes, d'aller à un point A, genre j'ai une problématique de santé dans ma vie, à un point B, bah, j'ai pu résoudre cette problématique. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était sur la partie nutrition, vu que j'avais le blog de cuisine. Et je crois vraiment que la nourriture, la nourriture, c'est ce qui fait que tu es ou pas en bonne santé. Alors, plein d'autres critères, bien évidemment, mais c'est quand même un aspect principal. D'où le fait que je me suis décidée à me former en naturopathie. Et avant même de me lancer dans cette formation qui a duré quand même 1 an, c'était en présentiel, en accéléré et qui coûtait relativement cher, on est quand même sur un budget à 10 000 euros, donc ce n'est pas rien pour de la formation. Et ben du coup, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Moi, je ne me voyais pas du tout être uniquement en cabinet à attendre mon client. Et j'avais déjà à l'époque l'idée de créer des séjours, des parenthèses, comme je les appelais, de façon à aider des personnes qui étaient la personne que j'étais avant avec mon job chronophage, où je mangeais très mal, j'avais pris du poids, je faisais plus de sport, les aider en fait à reprendre soin d'elles. Et du coup, c'est le projet que j'ai développé cours de ma formation de naturopathe, d'où la création d'Apitrek, 1 an après la fin de ma formation. Parce qu'entre-temps, en fait, quand j'ai créé ce projet de séjour, donc un séjour tout inclus avec hébergement, repas, activités, en fait, je me suis rendu compte, alors c'est une de mes connaissances, prof de yoga sur Cannes, qui m'a dit, mais attention, pour ça, il faut être agent de voyage ou passer par une agence. Donc j'ai essayé d'appeler des agences à l'époque, je connaissais absolument rien dans le tourisme. En fait, j'ai appelé des agences genre Selexour, Marmara, personne t'assure. Maintenant, je sais pourquoi. Mais à l'époque, je n'y connaissais rien. Et c'était un secteur qui était assez fermé, c'est compliqué d'avoir des infos. Enfin, franchement, très compliqué de te former là-dedans. À part un BTS tourisme, je voulais pas du tout repartir là-dedans, c'était compliqué. Et du coup, j'ai tout d'abord laissé un peu tomber le projet. Donc, j'ai commencé à être travel planner à cette époque-là, donc à conseiller mes amis et des proches sur l'organisation de voyages, donner des itinéraires, etc. Je les faisais un petit peu, on va dire, sans structuration d'entreprise. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans le tourisme, dans le voyage, plus précisément d'ailleurs que le tourisme, et que le projet Apitrek est né en 2019. Donc, après toutes ces informations que je t'ai données, que je vous ai données, qu'est-ce qu'Apitrek? Nous voulons savoir. Ah là là. Donc, rendez-vous sur le site. Non, je plaisante. Donc, Apitrek, à la base, c'était l'idée de créer des séjours mêlant bien-être et nature, donc des séjours bien-être et outdoor, avec le réseau que j'avais développé, donc de professionnels du bien-être, mais aussi de l'outdoor, donc activité en pleine nature. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup qui avaient 2 problématiques. La première, c'est de trouver des clients, parce que quand on fait du séjour de groupe, la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de participants pour que les séjours soient rentables, parce que tu loues un hébergement pour 10 personnes, en fait, si tu as 3 personnes, ça te rapporte peanuts, quoi. Et c'est pareil pour tous les professionnels que tu vas faire intervenir, etc. Donc ça, c'est la première problématique, trouver des clients. En fait, je veux te dire, c'est la problématique de tous les entrepreneurs, hein. C'est ça. Et deuxième problématique, c'est d'être légal vis-à-vis de la réglementation, parce qu'en fait, il y en avait pas mal à l'époque, mais encore aujourd'hui, qui créent du séjour packagé sans avoir de licence d'agence de voyage ou sans même collaborer avec une agence. Et ça, c'est illégal, hein, c'est inscrit dans le Code du tourisme, donc dans la loi, et c'est sous peine de poursuite, d'amende, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de choses pas très cool, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, la première étape, ça a été de créer une marketplace, une plateforme qui permettait de mettre en avant des séjours, donc sur le segment du bien-être et de l'outdoor. Et dans un deuxième temps, parce que c'est un processus qui est assez long, j'ai monté une agence de voyage. Donc, j'étais agence de voyage en mars 2020, le 3 ou le 5. Donc tu es accréditée agence de voyage, du coup. Je lui étais. Ah Je lui étais, du coup, juste avant le Covid. Et donc, j'ai eu mon accréditation juste avant de faire un salon en plus. Donc, c'est tombé à pic. Et ouais, parcours... voilà, il faut avoir un peu
peu les reins solides, mais après, ça n'a rien de non plus extrêmement bien méchant, hein. C'est juste qu'il faut avoir quand même un peu de trésor, savoir dans quoi on met les pieds. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Je n'avais pas forcément suffisamment de trésorerie. Je n'avais personne pour m'accompagner parce que en fait, tu vois, je suis allée voir la CCI, la BGE pour m'accompagner, mais alors, ils font des très bons accompagnements, mais c'est des accompagnements très généralistes. Ils connaissent pas grand-chose dans le voyage, ni voilà, dans la création d'une agence de voyage. Ça a été très compliqué, comme je te disais précédemment, de trouver des personnes pour m'accompagner, pour me donner les étapes, etc. J'ai même contacté des incubateurs, mais alors là, il faut que tu payes quand même assez cher pour pouvoir te faire incuber. Voilà, ça a été compliqué. Et en fait, je l'ai fait solo, sans expérience en voyage, en m'étant formée comme j'ai pu. Bon, alors, depuis, j'ai appris énormément de choses et on vient aussi me demander des conseils, tu vois, sur comment tu crées une agence de voyage, sur plein de choses. Donc, j'ai créé beaucoup de contenu aussi qui aide, tu vois, que ce soit sur le blog, chaîne YouTube, podcast et tout, sur comment tu vas créer une agence, quels sont les différents métiers. Mais à l'époque, c'est vrai que j'y connaissais rien et franchement, ça n'a pas été simple, que ce soit dans la création, que ce soit dans la gestion d'une agence, etc. Donc, évidemment, maintenant, j'ai tous mes process. Mais voilà comment est venu Happy Trek. Donc, Happy Trek, ça a été finalement un double concept d'agence de voyage et de plateforme de partage qui permettait à d'autres personnes de faire connaître leur voyage professionnel et aussi d'assurer leur voyage. D'accord, ok. Donc, t'hébergeais en fait différents types de séjours. Enfin, les personnes te contactaient ou toi, t'étais un peu une référence des séjours. Exactement. Voilà, ok, d'accord. Ouais. Et du coup, comment c'est venu parce que toi, maintenant, tu organises tes séjours? Yes. Et comment ça c'est venu? Et puis je crois que tu fais d'autres choses, mais on va en parler après, on va pas tout Alors, dévoiler tout de suite. Mais... à l'époque, j'organisais déjà mes voyages. Moi, j'organise des voyages depuis 2018. En D'accord. 2019, j'ai créé mes premiers voyages groupes, en fait. Et c'est le fait d'organiser mes propres voyages groupes et d'en parler avec d'autres professionnels du bien-être et du sport, je me suis rendu compte qu'on avait des problématiques communes. Donc, trouver des clients pour remplir les voyages et avoir une immatriculation. Donc, moi, j'organisais déjà des séjours à l'époque. Et pour revenir à la plateforme, en fait, après l'avoir créée, il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi en disant tiens, alors j'ai fait beaucoup de prospection aussi pour trouver des organisateurs partenaires. C'est normal de prospecter quand on crée une boîte. Ça ne vient pas tout seul. Mais aussi, la communication que j'ai fait au moins 6 mois, voire même plus en amont, ça fait que des personnes sont venues aussi vers moi pour me proposer des voyages. Et en fait, là, il y avait une charte. Il y avait vraiment des critères à respecter pour intégrer ma plateforme. C'est un tiers de contrôle. Je ne voulais pas qu'il y ait n'importe quoi. Parce que dans le bien-être, en plus, il y a un peu de tout. Des personnes qui sont peut-être un peu trop perchées. Et ce n'était pas l'idée. Vu qu'il y a une marque déposée, il y a une charte à respecter. Et c'est important d'avoir quelque chose de qualité. Et donc, du coup, le fait, moi, d'avoir déjà un pied dans le tourisme et puis surtout d'avoir organisé mes voyages, ça me permettait de conseiller des personnes sur de l'organisation, mais comment communiquer, comment accueillir tes participants, etc., etc. Et du coup, je proposais des accompagnements au départ gratuitement, tu vois, pendant quasiment toute l'année 2020. En fait, je passais énormément de temps, en plus de mes organisations de voyage, en plus de à aider les autres. Ouais, en plus de développer la plateforme, le référencement, la gestion d'agence, etc. Voilà, donc je me suis dit, bon, maintenant stop, je vais commencer à faire payer mes accompagnements. Et c'est ce que j'ai fait fin 2020. Et puis, du coup, pour en revenir sur la suite d'Happy Trek, 2023, j'ai lancé une formation complète autour du métier de travel planner avec des options en travel design, donc organisation de travel de séjours de groupe, séminaires et puis d'autres spécialisations. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2022 parce qu'en fait, en accompagnant des personnes en coaching, si je puis dire, même si je ne suis pas coach, de par mon expérience, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je répétais et des choses que j'avais envie de leur transmettre bien au-delà des séances de coaching. Et sinon, le coaching, il aurait duré 30 heures. Parce que la formation, c'est à peu ou prou le volume horaire qu'elle propose. Et en fait, ça leur aurait coûté trop cher. Donc, du coup, c'est ce qui m'a fait créer une formation complète, donc une formation digitale. Alors, en plus du digital, il y a aussi de l'accompagnement personnalisé, des coachings de groupe, il y a plein de choses. Voilà, si tu as des questions, on peut en parler un peu après. Mais voilà comment a évolué Happy Trek. Donc, c'est vendu sous la Happy Travel Academy, qui est, on va dire, une marque complémentaire à Happy Trek, parce que c'est la continuité. D'autant plus que cette formation, elle a une spécialisation en tourisme durable, qui était aussi, ça j'en ai pas parlé, ma spé avec Happy Trek. Comme je te l'ai dit au début, voilà, la nature, c'est ton truc. Enfin, c'est mon truc, c'est hyper important, quoi. C'est mon ressource. C'est une valeur. C'est une valeur, c'est mon ressourcement, c'est ce que j'ai envie de protéger. Et depuis toute petite, tu vois, j'ai toujours été connectée à la nature. Et en fait, je me voyais pas créer un projet sans cet aspect. Et du coup, le tourisme durable fait partie des valeurs fondatrices d'Happy Trek.
et évidemment de la formation. Je ne me vois pas former des professionnels du tourisme sans cet aspect qui est essentiel aujourd'hui. On l'a vu depuis 2020, le Covid, heureusement, mais c'était déjà très important avant. Ouais, c'est super, c'est un chouette projet. Donc du coup, tu organises toujours des séjours, tu as ta formation, tu organises aussi des séminaires d'entreprise Oui. aussi, et tu as aussi un podcast. Oui. On est pas mal quand même niveau activité, on est pas mal. Comment tu gères tout ça alors après, je te reposerai une petite question sur le podcast, mais comment tu arrives à gérer cet équilibre de vie pro, vie perso, parce que tu voyages pas mal aussi toi-même, du coup. Donc, comment tu arrives à gérer tout ça? Comment j'arrive à gérer? Alors, c'est compliqué. Alors, moi, je suis une très grosse bosseuse. J'ai beaucoup d'énergie. Du coup, je me suis très longtemps fiée à ça, sauf que, au bout d'un moment, je vieillis. Et tu vois, au mois de mai, au moment où je suis partie en voyage, j'ai eu quand même un gros coup de fatigue, hein, vraiment assez important. J'ai pris des compléments alimentaires, du coup, pour m'aider à me rebooster, ça m'a aidé. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément, avant cet épisode-là, pensé à un équilibre que je devais avoir. Faut dire aussi quand même que j'ai pris une coach business qui s'appelle Léna, qui est super depuis février ou mars, parce que quand même depuis le début de l'année, j'étais ultra fatiguée. Parce que justement, j'ai toutes ces... je sortais déjà de 3-4 ans d'agence de voyage, de plateforme qui était quand même un gros projet avec quand même pas mal de poids lié au financement. On a eu le Covid quand même entre-temps. Il faut dire que j'ai quand même Oui, lancé, je me suis aussi. lancée dans le tourisme en plein Covid. Ce qui a été intéressant, parce que j'étais sur le sphère de la nature, la sphère de la nature et du bien-être, mais quand bien même. Mais donc voilà, je sortais de ça et j'ai enchaîné. Donc ça a quand même été énergétiquement compliqué. J'étais très fatiguée et à un moment, je me suis dit, je vais prendre une coach pour pouvoir m'aider, tu vois, à générer mes priorités. Elle m'aide beaucoup là-dessus. Se faire accompagner, je pense que ça peut vraiment être bien. Sinon, ce que j'ai pris comme décision, et en fait, c'est ce que je faisais déjà, parce que comme tu l'as dit, je voyage beaucoup. En 2022, j'ai voyagé à peu près 6 mois dans l'année. Cette année, alors un petit peu moins, mais je suis souvent en road trip. Je continue à bosser, du coup, c'est Et oui, l'envers. sur la route, quoi, du coup. Ouais, c'est l'envers de la médaille quand tu es entrepreneur. Maintenant, je vais essayer de m'accorder plus de moments off, si possible, peut-être en déléguant aussi certaines choses. Mais ce que j'ai pris comme décision, et ça me va très bien comme ça, c'est de découper l'année en saisons, en fait. Je suis dans le tourisme, donc ça s'y prête bien. C'est-à-dire que, tu vois, de septembre à mars, avril, je vais être vraiment focus sur le boulot. Et là, je vais avoir une grosse période de travail qui correspond aussi aux rentrées que je fais, parce que ma formation elle est accessible en rentrée individuelle, mais aussi en rentrée collective. Il y en a 2 dans l'année. Il y en a en octobre et en février ou mars. Donc là, j'ai quand même du boulot d'accompagnement des élèves, en plus de mon job de TP et d'organisation de séminaires. C'est aussi une bonne période pour le tourisme parce que c'est la période où on crée les voyages pour la saison suivante et la période où les entreprises commencent à s'intéresser aux séminaires qu'elles vont proposer pour l'année suivante. Toi, on fait les budgets, tout ça en fin d'année. Donc, moi, ça me correspond bien. Comme je te disais, je suis une grosse bosseuse, j'ai beaucoup d'énergie et je fonctionne très bien sur 2 mois à fond et j'ai besoin de pause. Et du coup, c'est ce qu'on fait. On a un van, on fait beaucoup d'activités outdoor, donc de pleine nature. On fait de la rando, on fait du kite, on fait du parapente et plein d'autres choses. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des soupapes, tu vois, en plus, souvent, il n'y a pas de réseau, donc c'est trop cool. Ouais, ça fait vraiment des moments off, quoi. Il Ça, faut. c'est l'avantage. Il faut. Ouais. Parce que sinon, tu vois, alors j'ai désactivé les notifications de mon téléphone, ça fait depuis longtemps. Mais en fait, mon cerveau a bien compris que, hop, automatiquement, il va sur le dossier, sur Insta ou sur le mail et il va checker les trucs, tu vois, sans que je lui demande. Donc ça, c'est important. Mais voilà, moi, en organisation maintenant, c'est des périodes, des saisons, en fait, sur lesquelles je bosse à fond. Et je bosse à fond, je me lève à 7 heures, enfin, je sais pas, je bosse direct. Même si, oui, il faudrait prendre le temps de faire du yoga, la respiration et déjeuner. Là, j'ai essayé plein de fois, mais j'arrive pas trop. Parce que j'ai le cerveau qui fuse et du coup, je me Il réveille, faut j'ai que une faut idée, que tu j'y t'y mettes, vais. quoi. Et ouais, Voilà. ouais. Chacun sa façon de fonctionner. Tu vois, voilà, je pense que ça, c'est Après, important. c'est bien si tu arrives à tu Ouais. vois, c'est peut-être pas du quotidien, toi, que tu as besoin, c'est peut-être des grosses périodes, quoi. Donc, il y a des grosses Mm. périodes, comme tu disais tout à l'heure, où tu bosses beaucoup pendant 2 mois, puis après, tu vas te prendre genre un mois Ouais. où tu vas un peu
te reposer, quoi. C'est ça. Ouais, après, tu vois, Dans je la peux mesure de pas... ce qui est possible, quoi. C'est ça. Ouais, je peux pas couper complètement pendant un mois, en fait. Mm. Même une semaine. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je garde un œil sur mes mails. Je délègue pas encore l'administratif. C'est en projet, voir comment je vais mettre ça en place. Puis il faut trouver quelqu'un de confiance parce que déléguer quand c'est tout ce que tu as monté, il faut quand même savoir à qui tu confies les clés de ton entreprise, en tout cas une partie. Mais ça peut être aussi une évolution. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Franchement, c'est hyper intéressant, quoi. Et du coup, cette idée de podcast, comment c'est venu? Parce que j'adore écouter des podcasts. Franchement, je crois que j'ai commencé, 2018-2019. J'ai commencé à écouter 2 podcasts. Il y en a un qui existe toujours, c'est sûr, je l'écoute encore, c'est Je peux pas, j'ai business de Aline de The Bee Boost, qui est top. Elle commençait tout juste à l'époque. Et un autre, je sais plus, tu vois, j'ai pas retenu. Et j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup la voix. J'aime aussi beaucoup échanger avec les gens, leur poser des questions. Mon mec, il rigole parce que chaque fois quand quelqu'un, tiens, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, t'as tel projet et pourquoi? Enfin voilà, j'ai toujours beaucoup de questions. Oui, t'as envie toujours d'en savoir plus. T'as une Ouais, curiosité, quoi. c'est ça, ouais. Et je trouve ça super intéressant de savoir, même si c'est des domaines qui m'intéressent pas, que je connais pas et tout, je trouve ça toujours intéressant. Il y a toujours beaucoup de passerelles à faire, voilà. Et en fait, au départ, le premier podcast que j'avais eu l'idée de faire, c'était sur vraiment purement le voyage. Ensuite, j'ai bifurqué sur la rando, parce que j'adore la randonnée et ça n'existe pas, il y a énormément de choses à faire. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer de lier les deux. Et aussi de faire un podcast qui puisse aussi un peu aider mon activité. Comme on en a parlé tout à l'heure, et puis toutes les deux aussi en off, c'est important, le podcast, ça prend beaucoup de temps. On s'en rend pas compte quand on l'écoute, mais c'est énormément de travail, de préparation, de montage, etc., de communication. En plus, il faut le temps de le faire connaître. Donc, c'est du bénévolat, en fait, clairement. Donc, autant qui te servent à toi... ça te fasse plaisir, donc ça puisse être utile pour échanger potentiellement avec des personnes avec lesquelles tu n'aurais pas forcément pu échanger. Moi, ça a été mon cas et ça sera encore le cas en saison 2. Ça puisse aussi correspondre à tes valeurs, etc. Et c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est un podcast qui s'appelle Nouvelles Impulsions. L'idée, en fait, c'est de défricher un peu le secteur du tourisme. Comme je te disais, j'y connaissais rien avant de me lancer, ça a été quand même assez compliqué. J'apprends encore des choses. On apprend toujours des choses, on ne peut jamais tout savoir. Et ça me permet, tu vois, de mettre en avant des profils, des personnes qui correspondent à mes valeurs. Je ne vais pas aller interviewer des croisiéristes, par exemple. Moi, il y a des choses qui m'énervent dans le voyage, donc voilà, je suis assez claire là-dessus. Donc, même si ça peut intéresser certaines personnes, bref. Voilà, c'est important que ça corresponde à mes valeurs. Et du coup, l'idée, c'est défricher le monde du voyage en interviewant des personnes qui ont des métiers différents. Tu vois, par exemple, j'ai interviewé des créateurs de start-up, des personnes qui ont créé des plateformes, qui ont créé des agences un peu nouvelle génération, une personne qui crée des guides de voyage, une prof de yoga qui voyage et qui crée des séjours. Enfin, il y a vraiment plein de profils. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, dans le voyage, il y a plein de façons de créer un métier qui correspond à notre style de vie, à notre lifestyle, comme j'aime en parler. Et puis, quels sont des tips, tu vois, il y a des personnes qui m'ont parlé aussi de levée de fonds, comment ça se passe, de subventions, comment tu peux en avoir, qu'est-ce qui existe, de différents statuts d'entreprise. Enfin, voilà, c'est un podcast qui mêle l'entrepreneuriat et le monde du voyage. Ok, super intéressant. Une question qui n'a absolument rien à voir. Comment a pris ton entourage ce choix d'entrepreneuriat et ce mode de vie aussi? Parce que finalement, tu as l'entrepreneuriat, mais tu as aussi un mode de vie derrière. Ouais. Alors en fait, au départ, j'ai toujours eu plein d'idées. Il y a aussi autre chose, c'est que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Enfin, mon papa est entrepreneur, mes parents bossent à 2. Donc, tu vois, j'ai toujours eu ça un peu... j'ai toujours eu un peu ce modèle. Je me suis toujours dit, j'entreprendrai en fait. Parce que j'ai plein d'idées, mais pas que. Parce que j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Parce que j'aime aussi voir que mes actions, les idées que j'ai, je peux les mettre en place tout de suite. Comme je te disais, quand j'ai eu des idées, je passe à l'action. Et ça, c'est important pour moi. J'ai bossé en famille aussi. Alors, c'est bien, j'ai appris énormément de choses, mais pour l'ego, c'est pas tout. Franchement, tu apprends beaucoup de choses quand tu bosses en famille, mais c'est le plus dur manager que tu puisses avoir parce que c'est très exigeant. En plus, à l'époque, je pense que mon père espérait que je reprenne la boîte, que je n'ai jamais eu
envie de faire, parce que j'ai toujours voulu voler de mes propres ailes. Et je vais te dire, ça aurait été beaucoup moins difficile. J'aurais tout de suite gagné ma vie et très, très, très bien. Mais j'ai pas fait le choix parce que, voilà. Parce que C'était pas ce que tu voulais faire. c'est pas ce que je voulais faire. Et voilà, mais on apprend aussi par les expériences. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai un style de vie qui me correspond complètement. Donc, quand je voulu me lancer dans l'entrepreneuriat en lançant Happy Trek, mes parents, en fait, alors, la dernière personne à qui j'en ai parlé, c'est mon père, parce qu'il est très critique. Et lui, j'en ai parlé en lui montrant le business plan, tu vois, comme si c'était... hyper carré, quoi. Ouais, le truc. c'est ça. Et donc, il m'a dit, ouais, vachement bien et tout. Bon, bref. Ça s'est pas du tout déroulé comme ce que j'avais mis sur le business plan. C'est cool. Du coup, il l'a bien pris. Du coup, ils l'ont bien pris. Bon, par contre, ça s'est pas du tout déroulé comme ça. Bon. Non, ça c'est pas déjà Covid et puis plein de choses. Tu mets des chiffres dans un business plan. Quand tu connais rien, quand t'as personne pour t'accompagner sur la réalité des choses, en fait, tu peux pas savoir. Puis en plus, le tourisme, c'est un secteur où il faut quand même. Moi, j'avais créé un concept qui était plutôt typé start-up et pour ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, des millions. Mais bon, bref. Et donc du coup, voilà. Au départ, tu vois, c'est vrai que j'en ai parlé à ma maman qui était un peu pas réticente, mais plutôt, tu vois, qui me parlait un peu de ses peurs. Ah oui, mais comment non, bref. Bon, j'avais quand même le chômage, tu vois, ce qui faisait que c'était quand même sécurisant. J'ai toujours... Et puis bon, ils savaient très bien, de toute façon, ils avaient beau me dire ce qu'ils veulent, je ferais ce que je veux. Oui, que tu ferais ce que tu avais envie de faire, de toute façon. Voilà. S'il y avait une chose que tu pourrais partager, Alors, bon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, hein, c'est toujours des apprentissages, mais s'il y avait quelque chose que tu aurais fait autrement, avec le recul aujourd'hui, ça serait quoi? Autrement... Ou quelque chose où tu as peut-être, entre guillemets, perdu du temps et que si tu vois, quelque chose comme ça, peut-être. Finalement, ne pas investir à la base dans plus d'accompagnement. Tu vois, comme je te disais, j'avais un projet qui était plus typé start-up. Et du coup, aller vers un incubateur, ça aurait pu être vachement utile. Toutes les entreprises qui étaient un peu dans le même, type de proposition de voyage que la mienne, ont rejoint des incubateurs, ont mis un paquet dans l'accompagnement, beaucoup d'argent à la base, et du coup, ça te fait évoluer. Parce que grâce à l'incubateur notamment, alors c'est un incubateur, mais ça peut être un coach business, ça peut être quelqu'un qui propose une formation, voilà, peu importe, ça dépend de ton projet, évidemment. Mais en fait, être accompagné par des personnes qui maîtrisent, en fait, ça te permet de ne pas faire des erreurs, ça te permet d'aller plus vite. Et en fait, ça aurait pu me permettre de avoir beaucoup plus de budget. Moi, j'ai créé ma boîte avec 10 000 €. C'était très peu, en fait, pour gérer une agence de voyage, parce que, en fait, le budget que tu mets à la base, alors j'ai créé une société, je n'étais pas en micro-entreprise, donc en plus, en agence de voyage, tu as quand même des charges qui sont assez importantes en termes de garantie financière, en termes d'assurance, tu as l'expert comptable à payer, puis tu as toujours plein de frais, tu vois, le développement du site, etc. C'est chaud, hein. C'est assez lourd. Ah ouais, et clairement, c'était pas du tout assez. Mais en fait, si j'avais eu des bonnes infos de personnes qui sont passées par là, on m'aurait dit, mais c'est pas assez... Ludivine. Et voilà. Donc, tu vois, un conseil, c'est de se rapprocher vraiment des bonnes personnes, de pas avoir peur de parler de son projet. Puis si on te pique l'idée, c'est pas grave, en fait, tu feras à ta sauce. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont piquer l'idée ou qui vont faire un peu comme toi. Et c'est la concurrence, c'est comme ça, plus il y a de concurrence, mieux c'est, parce que c'est ça aussi qui fait connaître le métier ou le produit, en fait, à des consommateurs. Et donc, c'est pas un mal. Donc, parler du projet, se faire accompagner et surtout prévoir beaucoup plus de budget que ça. Et d'ailleurs, tu vois, après, j'ai lu un bouquin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est x10, je crois, il s'appelle. Et en fait, le gars t'explique qu'il faut toujours prévoir 10 fois plus de temps, 10 fois plus d'argent, 10 fois plus de moyens. Et c'est vrai, quoi, parce qu'on a toujours tendance à sous-estimer les efforts qui vont être demandés pour vivre de son activité, pour développer le projet, pour communiquer. Et du coup, quand tu prévois pas assez, tu peux démoraliser. Et si en plus un projet ne correspond pas à tes valeurs, on en a déjà parlé, ça t'abandonne, quoi. Donc ouais, ça, tu vois. Mais finalement, tu vois, je pense que le chemin de vie était pas mal parce que je me vois pas du tout à la tête d'une start-up, de devoir faire des levées de fonds. Ça me fait pas peur d'aller chercher des investisseurs. Je saurais très bien défendre le projet. Mais alors, devoir rendre des comptes, tenir des boards, devoir rendre des comptes sur ta... Oui, là, tu fais comme toi, tu veux. Tu n'as personne derrière à qui... C'est ça. Et puis, ça me permet de vivre le style de vie que je veux. C'est-à-dire, quand je veux me barrer en van, je peux. Quand je veux partir 2 mois au Brésil, je peux. Je peux le faire. J'ai pas d'équipe aussi à gérer salariale. Moi, tu vois,
défends pas le soloprenariat à 100%, mais c'est un style qui me correspond. Et tu vois, demain, parce que c'est vrai que tu vois, des fois, j'ai lu un post il n'y a pas très longtemps qui dit, ouais, tu vois des gens qui te promettent sur Instagram, bah oui, tu peux gagner 10 000 euros par mois, être entrepreneur, c'est ce qu'il faut, vivre l'entrepreneuriat, le salariat c'est naze, etc. Et puis en fait, c'est des gens qui créent des boîtes après qui se retrouvent à recruter des salariés. Bon, clairement, moi, c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. Tu vois, je pense que je travaillerai, peut-être ça changera, mais potentiellement quand même avec plutôt des freelances parce que je promeus ce style de vie, tu vois. Et si j'avais été vers la start-up, bah, en fait, je ne me serais pas rendu compte de ça et je pense que j'aurais été malheureuse, en fait, dans ma vie. Et du coup, puis quand je suis malheureuse et quand ça me plaît pas, moi, je reste pas. Hein. Et t'as vraiment ces deux choses, la liberté, et puis et puis aussi t'as l'air de savoir ce que tu veux, tu vois. Et du coup, c'est hyper important, ça, je pense. Tu te laisses pas faire ou tu te laisses pas aller être dans une situation. Tu vois, quand t'es avec tes parents, par exemple, quand tu disais, t'avais pas envie. Alors je sais pas comment ils l'ont pris quand t'as dit, je reprendrai pas les rênes de la société, mais tu vois, Ouais, bah forcément un peu mal, tu vois, c'est triste. Je pense mon papa a dû un peu accuser le coup, mais bon, bah écoute, c'est comme ça. Et aujourd'hui, franchement, ils me l'ont dit, ah bah c'est cool, t'as bien fait de suivre tes idées parce qu'on voit que t'es épanoui, parce que tu mènes la vie que t'as envie en fait. Et je pense que n'importe quel parent, en fait, c'est ce qu'ils ont envie. Après, des fois, ils ont peur, c'est légitime. Mais tu vois, sur la confiance en moi. Oui, j'en ai, mais parce que je fais plein de choses. Parce qu'en fait, j'ose des fois, il y a des trucs, ça me fait flipper. Hein, mais j'y vais en fait. Attends, je fais du parapente, même à titre perso. Mais je suis allée faire, je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais en juin, je suis partie en Auvergne refaire une session de parapente. Et à la base, c'était mon mec qui décollait toujours derrière moi. Comme ça, je me disais, ah, s'il y a un problème et tout, il peut m'aider. Là, je lui ai dit, non, non, stop, maintenant, je sors de ma zone de confort, tu pars avant moi et je suis toute seule derrière. Et ça me fait que maintenant, je suis pas super à l'aise, mais je suis beaucoup plus à l'aise. Mais c'est pareil avec tout ce qu'on fait dans la vie. tu voles seul en parapente, c'est ça? Tu Hein, voles ouais, ouais, seul. ah oui, je vole seul. C'est Ouais, pas ouais, je du vole, tandem ou je vole. quoi? C'est Ah ouais, ouais. non, non, je vole seul. Bon, après, j'ai fait du parachutisme et tout avant, tout. Donc, moi, je suis pas trop peureuse par rapport à ça. Mais tu vois, c'est pareil. Des boîtes, quitter des boîtes, ben ouais, je l'ai fait, en fait. Mais parce que à la base, tu vois, j'ai toujours fait quand même pas mal de sport. Et le sport, ça aide. Et puis après, tu as un tempérament qui est comme ça. Puis tu as aussi l'éducation qui fait que aujourd'hui, avoir confiance en soi, j'accompagne beaucoup de femmes en plus qui veulent devenir travel planner, donc organisatrices de voyage. Il n'y a que 2 mecs hein, pour l'instant, donc c'est quand même un métier assez féminin comme dans le voyage de manière générale. Et ça, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, c'est énorme en fait, nous les femmes en fait. Donc j'espère qu'un jour on éduquera des petites filles plus comme des petites filles, mais comme des personnes parce que ça changera beaucoup les choses. Mais en fait, je pense vraiment que pour gagner confiance, il faut faire, il faut passer à l'action. Et ouais, des fois, tu te plantes, et puis des fois, tu te rends compte que tu t'es planté, mais t'es pas morte. Donc en fait, ça va. Donc tu meurs pas, ça va, tu Ouais, vois. Puis c'est ça. après, tu vois, tu peux aussi liquider une boîte, c'est pas grave. Moi, mon agence de voyage, j'ai arrêté mon agence de voyage l'année dernière en octobre, j'ai liquidé l'entreprise. Je vais te dire quand même que quand j'ai pris cette décision, j'étais pas bien. Parce qu'à l'époque, je voyais un peu ma boîte comme mon bébé. Et en fait, c'est une entreprise, c'est une personne morale, et c'est pas grave. Elle est liquidée, bah t'en refais une autre, c'est ce que je fais. Tu vois, là, je suis redevenue en micro-entreprise, ce qui m'a permis enfin de me rémunérer, parce qu'en société, c'était quand même compliqué, quand bien même il y avait du chiffre d'affaires et quand bien même je faisais des accompagnements et j'aurais pu me payer en micro-entreprise, mais vu que j'étais en ACRL, je pouvais pas avoir une micro à côté, bref. Et là, en fait, c'est bon, je peux me payer sur le travail que je fais. Et donc, je repasse en société, je crée une autre société en plus de la micro. Tu vois, je fais réévoluer les choses et le fait d'être passé par ce qu'on pourrait appeler des échecs, mais qui n'en sont pas, c'est juste des parcours de vie, ça m'a permis de me dire, ok, la vie elle est comme ça, la vie professionnelle elle est comme ça, et puis tu t'en sortiras toujours. Et tu vois, ce projet, il y en a là, qui montent des agences par exemple et puis qui liquident, et je trouve ça super dommage parce que j'étais en contact avec pas mal de femmes aussi qui avaient monté des agences. Tu vois, j'en ai 2 en tête. Elles avaient créé une communauté, elles avaient tout fait. Franchement, ce sont pas casser le cul, mais quand même, tu vois, c'est compliqué. Ouais, elles se sont bougées, quoi. Voilà, et en fait, elles ont laissé tomber le projet. Il n'y a plus rien.
Moi, je voulais pas faire ça, tu vois. J'ai laissé évoluer Apitrek, et Apitrek a évolué, et reste Apitrek, et voilà. Et c'était vraiment une intention. Donc, j'ai plus d'agence de voyage quand même pour la parenthèse que j'ai fait sur, comme tu as dit, j'organise toujours des voyages. Ce que je fais pour l'instant, c'est que je collabore avec des agences partenaires, et peut-être un jour, je remonterai une structure d'agence de voyage. On verra. Voilà, c'est pas fermé. Mais je pense qu'on peut toujours, par l'expérience, en fait, apprendre et puis voir que tout est possible. Ouais, clairement. J'aime beaucoup ta façon de penser. Et puis moi, j'aime bien dire, je le dis souvent, mais c'est vrai que j'aime bien me poser la question, quel est le risque, en fait, de faire cette chose? Finalement, les risques derrière, quand on relativise, ils sont pas énormes, en fait. Enfin, Ouais. donc, bon, voilà, il faut y aller, Et quoi. puis, tu vois aussi, ce qui me permet de... Ça aussi, cette approche, c'est quand même, je me suis fait coacher 2 fois. Alors, j'ai eu 2 coachs différents. Je me suis fait coacher en 2021. Il m'a permis d'avancer plus sur des... C'était plutôt coach business, mais il m'a plutôt permis d'avancer sur des problématiques personnelles et qui lie le pro aussi. Et là, j'ai une autre coach que j'ai pris vraiment, là, on parle vraiment business et ça m'aide aussi à faire la part des choses. Parce que des fois, tu es tout seul. Moi, ça fait longtemps quand même que je m'intéresse au développement personnel maintenant, que j'écoute beaucoup de choses, que voilà, tu vois, mais à un moment donné, c'est plus facile d'aller donner des conseils aux autres que des fois, c'est compliqué de les appliquer parce que tu bugs, parce que ton cerveau fait opposition, parce que tu vois pas forcément. Et ça aide quand même beaucoup, je trouve. Ouais, complètement. Ça t'a fait, l'entrepreneuriat et ces années d'entrepreneuriat, ça t'a fait évoluer personnellement et comment ça t'a fait évoluer? Enfin, qu'est-ce que tu dirais qui a changé en toi par rapport à la Ludivine qui était peut-être salariée Déjà, je vis la vie que je voulais mener, que je ne savais pas forcément que je voulais mener. Tu vois, aujourd'hui, je suis digital nomade. C'était l'intention d'ailleurs du podcast, on n'a Oui, pas forcément c'est parlé. vrai. Oui, c'était Mais, c'était ce que je voulais. C'était ça. mais du coup, digital nomade, donc c'est-à-dire que je travaille sans avoir de bureau fixe. Je peux travailler avec mon PC, une bonne connexion Internet évidemment, et mon téléphone portable de n'importe où dans le monde. C'est ce que je fais aujourd'hui, voilà, ce que je fais depuis que je suis entrepreneur en fait. Mais tu vois, il y a quelques années, je me disais, mais j'y arriverai jamais, comment je peux faire? Je pensais pas que c'était possible. Quasiment personne ne le faisait, j'étais pas forcément entourée de personnes qui le faisaient. Donc ça me paraissait pas réaliste en fait. Et puis bon, j'en parlais même pas à mes parents, quoi, qui m'auraient dit c'est très bizarre, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, par rapport à avant, déjà j'ai gagné confiance en moi sur ça, je vis la vie qui me plaît. Et puis surtout, je ne veux pas redevenir salariée. C'est un choix. J'ai réoccupé un petit poste salarié pendant que j'ai eu mon agence parce que, comme je disais, je pouvais pas me rémunérer et puis Covid et puis plein de choses. Donc j'ai dû le refaire un petit peu pendant moins d'1 an. Mais aujourd'hui, je ne veux plus le faire parce que je veux m'épanouir dans mon job, quoi. Donc, ce qui a changé, c'est ça. Et puis bon, tu vois, j'ai créé ma boîte, c'était il y a combien de temps? 6 ans. Donc, tu vois, j'avais 28, 29 ans. Donc, j'ai approché les 30 ans. Mais à 30 ans aussi, tu évolues on dit souvent que la vingtaine, tu testes plein de choses. Et puis à la trentaine, tu sais ce que tu veux. C'est vrai. Ouais, c'est chouette. On espère qu'il n'y aura pas de crise de la quarantaine. Et puis, si on a une, on assumera. Oui, tu passeras d'autres caps, tu feras d'autres choses. Ouais, c'est ça. Quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Alors, satisfaction personnelle, vraiment très égocentrée, c'est de pouvoir vivre la vie que je voulais mener. Tu vois, c'est vraiment génial. Et ça veut pas dire que je bosse pas, ça veut dire que je peux faire ce que je veux quand je veux. Et l'autre satisfaction, parce que ça, c'est quelque chose, comme je te disais, avec la naturopathie, j'avais envie d'aider les personnes d'aller d'un point A à un point B. Et en fait, j'aime beaucoup aider des personnes à, elles aussi, mener la vie qu'elles veulent mener. Ça a commencé, tu vois, en aidant des personnes à créer des voyages en 2020, à les faire connaître et à remplir leurs voyages sur la plateforme. Et aujourd'hui, je le fais encore plus avec la formation. Et au-delà de ça, ça me permet de concrétiser une valeur qui est essentielle pour moi, donc qui est de protéger la nature et de transformer à ma petite échelle le monde du voyage. Tu vois, voyager autrement, aujourd'hui, c'est essentiel. Demain, ça sera en fait vital. Et c'est vraiment ces 3 satisfactions-là. Pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir aider des personnes à faire aussi ce qu'elles veulent, et en plus, c'est souvent des femmes. Donc, femmes qui dit le contexte salarial quand même moins payé que les hommes. Souvent, c'est elles qui gèrent malheureusement encore les ménages, le ménage, les tâches ménagères, les gosses. Et donc, du coup, elles ont plus cette liberté-là. Ça peut être, dans un premier temps, plus un complément de revenu. Et clairement, ça met plus que du beurre dans les épinards. Donc, tu vois, il y a cette satisfaction-là. Et au-delà de ça,
côté aussi plus vision, bah ouais, ça me permet de changer un peu ça et j'en suis fière, tu vois, parce que, alors, en tout cas, dans tous les séjours que je crée, tu vois, j'ai fait un séminaire il y a pas longtemps pour La Ruche qui dit oui. D'ailleurs, qui correspond exactement à mes Oui, c'est valeurs, vrai. tu vois. Et quand ils m'ont contacté, j'étais, ah oui, je veux absolument vous organiser votre séminaire, c'est génial. Ouais, grave. Et du coup, tu vois, pendant le séminaire, j'étais présente sur place avec les guides, donc pendant 3 jours. Et ben en fait, il y a eu vraiment une pédagogie liée à la montagne, mais liée aussi à l'environnement. Et dans chacun des voyages que je crée, c'est super important. Et cette pédagogie, je la transmets aussi à mes élèves. Mais tu vois, pour moi, un voyage, le voyage est transformateur. Mais si on ajoute, en plus de la transformation que tu vis avec tes expériences personnelles, l'aspect environnemental, bah, c'est trop cool parce que la personne, si elle retient peut-être une chose, je sais pas, sur manger plutôt 0 déchet, remporter ses déchets quand on va en nature, quand on voit un papier qui traîne, le ramener, enfin plein de choses que tu peux avoir, qu'on leur a partagées pendant le séminaire, mais aussi pendant les autres voyages, et ben c'est trop cool parce que cette personne elle va le faire chez elle, et puis elle va le faire avec sa famille, elle va en parler à ses amis, parce que souvent quand tu choisis de faire quelque chose, en fait, c'est quelque chose auquel tu crois, donc tu veux le défendre et tu veux le partager. Donc ça fait effet boule de neige. Et c'est ça, tu vois, qui me rend fière aussi sur mon activité. Je serais vraiment pas fière de vendre de la croisière. Ouais. Vous. Non, mais c'est des super belles valeurs et ouais, non, c'est top, c'est top. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent, pardon, et qui voudraient alors soit se lancer dans l'entrepreneuriat, mais comme je dis souvent, hein, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, ça peut être des projets, même de voyage par exemple, ou Ouais. quel que soit le projet. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Oui, déjà, c'est sûr que c'est pas forcément entrepreneurial, hein. Il y a plein de choses à faire aussi, même quand on n'est pas bien dans son boulot. On peut évoluer dans sa boîte. C'est ça, L'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi, hein. Faut arrêter d'y complètement. croire. Ouais, Je pense vraiment pas que tout le monde puisse être entrepreneur. On peut avoir un complément de revenu. Ça peut être aussi une solution. Bref. Mais sinon, pour tout projet, je pense de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure. Quand on a envie de quelque chose, on est naturellement fait, on a naturellement une intuition. D'ailleurs, je sais pas si tu as lu le bouquin, comment ça s'appelle je crois que c'est les 4 accords Toltec, ou ouais, dans la préface, il en parle, sur on a tous une intuition, une petite voix qu'on nous a appris à plus écouter à cause de l'éducation. Et je pense que n'importe quel projet, il faut écouter sa petite voix intérieure. Il faut aussi pouvoir passer au-delà de sa peur naturelle et puis passer à l'action en fait. De façon structurée, bien évidemment, ça se prépare un projet, mais vraiment déjà l'intuition, elle va être bonne si on sent qu'on a envie d'aller sur ça, il faut savoir l'écouter et puis après le reste suivra, si c'est en accord avec ses valeurs, etc. Donc ça, c'est important. super. Dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te booste au quotidien? Une phrase d'inspiration peut-être? Bah ouais, en plus, elle est affichée dans mon appart. J'ai envoyé un petit carnet à mes élèves avec ça. C'est fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ah, top. Ouais. Super. Bah, écoute, Ludivine, merci beaucoup pour cette interview passionnante. Je pense que j'aurais pu discuter encore avec toi pendant quelques heures, je pense, autour d'un café. Avec Mais, plaisir. mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Et puis, bah, écoute, bonne continuation dans tous tes projets, en tout cas, et à bientôt. À toi également. Merci, Bénédicte. Et puis, à bientôt. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.